Salut les hobbyistes, je suis John de Game of War Studio et aujourd'hui je suis en compagnie de Nico et on va vous parler de Kings of War. Alors aujourd'hui je reçois Naiko. Naiko, vous avez certainement dû le voir sur la chaîne déjà pour du Kings of War. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Donc du coup, moi Nico c'est mon pseudo, je suis un joueur de Kings of War depuis un certain nombre d'années, j'ai commencé sur la V2 il y a 6-7 ans maintenant je pense. Donc je fais pas mal de tournois avec une communauté qui à la base joue en Ardèche, même si maintenant du coup j'habite sur Toulouse avec des gens, on va pas dire qui sont encore mieux, mais des gens qui sont très sympas aussi. Qui sont hard gamers. Qui sont hard gamers, en vrai on joue beaucoup, même si voilà j'essaie aussi de garder ce rapport où justement sur cette commune en Ardèche on fait plutôt des petits tournois aussi à la journée, avec les gens du cru locaux quoi, sur des parties un peu plus à la cool aussi, donc un petit peu de tout. T'as un petit palmarès, t'as été au Clash of Kings, t'as terminé dans une bonne position. Ouais, cette année je suis allé avec mon frangin et d'autres français au Clash of Kings où ouais franchement je suis content du parcours vu les adversaires rencontrés. C'était aussi des gens que je voulais rencontrer, ça s'est parfois bien passé, parfois moins bien. Le Clash of Kings, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est le tournoi annuel organisé par Mantic, donc en Angleterre. Ça n'a pas lieu tout le temps au même endroit. Cette année, c'était à Nottingham, donc ouais. Au local. Avant, l'année dernière, je crois que c'était à Londres. On était encore à Nottingham l'année précédente. L'année d'avant, c'était à Londres. Même si, du coup, là, à l'avenir, ils vont vraiment tendre en fait à rester sur Nottingham. Bon, c'est accessoirement là où il y a la boîte. Mais en fait, ils ont juste trouvé une bonne salle. Je crois que les gens se sont habitués. Et à Londres, ils avaient tenté le coup parce qu'il y avait le London Great Tournament. C'était pas super bien passé avec l'organisation qui les avait un peu casés dans un coin en les limitant en fait, oui, en termes de joueurs. Parce qu'en fait, ils ont l'impression que c'est un peu des joueurs de seconde zone, les joueurs de King of War par rapport à du 40K. En fait, c'est ça, le London Great Tournament. Il y a le tournoi de 40K, un peu d'AOS, et puis après, tu mets les gens dans des coins. Voilà, donc c'était ce qui a été un peu compliqué, d'où le fait de retourner sur Nottingham. Et c'est en fait un tournoi qui réunit énormément de gens, et surtout à l'international. Pour moi, c'est clairement l'équivalent, de mon point de vue, tu me donneras ton point de vue là-dessus, aujourd'hui d'un WTC. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si c'est pas par équipe, il y a une influence qui est telle qu'aujourd'hui vous avez des joueurs qui viennent des États-Unis, qui viennent d'Europe, toute l'Europe, etc. Le Clash of Kings, c'est un tournoi qui est hyper particulier. Pour moi, on peut pas tout à fait l'associer à un WTC ou à un championnat du monde, parce que en fait, c'est le tournoi, c'est-à-dire où effectivement, t'as un Argentin cette année, t'as des Américains, des Anglais, des Suédois, je vais pas faire le tour, des Français évidemment, beaucoup de monde. Mais ce qui est cool aussi sur l'énergie et l'ambiance de ce tournoi, c'est qu'il y a de tous les niveaux. C'est-à-dire que les gens viennent parfois de loin, voilà, avec une armée qui viennent de finir de peindre, ils vont peut-être se prendre des roustes tout le week-end. Et en fait, pas forcément, parce que justement, il y a aussi tout un plateau de joueurs qui sont là vraiment détente. Ce qui est particulier avec ce tournoi, c'est que c'est peut-être le tournoi du monde où il y a le plus de bons joueurs, parce qu'il y en a énormément, mais ça se dilue dans énormément de joueurs de tous les niveaux avec toutes les envies. Contrairement au WTC où c'est vraiment des hard gamers. Exactement. Et du coup, tu vas plus t'y retrouver en fait sur des tournois type Master qu'il peut y avoir aux États-Unis, en Angleterre, maintenant en France, où le nombre est restreint et où là, il n'y a aucune partie facile quoi. Mais voilà, malgré tout, le Clash of Kings, même s'il a ce rapport-là, c'est peut-être un des tournois, si ce n'est le tournoi le plus dur à gagner, parce que à 200 joueurs, tu peux pas. T'as jamais le droit à l'erreur, et puis surtout tu vas tu peux prendre boum un gros joueur d'entrée qui vient d'Espagne que tu connais pas forcément, dont ils vont avoir une autre méta, c'est assez désarçonnant honnêtement, et franchement c'est aussi plutôt cool. Donc tu vas avoir, et puis juste le nombre, c'est-à-dire que tu peux faire 6 victoires sur le week-end. Goal average est vachement plus... et tu peux faire 6 victoires et pas forcément gagner, donc il y a ce rapport sur ce tournoi qui est hyper challengeant, mais qui reste aussi hyper accessible. Je dirais que c'est un peu l'ambiguïté et ce qui fait le charme du tournoi quoi. Ok. Au niveau du Clash of Kings, qu'est-ce que tu as ressenti par rapport au pôle de joueurs qui sont tout en haut, c'est parmi les meilleurs joueurs? Quel est l'état d'esprit, quelle est leur manière de jouer? Est-ce qu'il y a vraiment une façon de jouer particulière qui se retrouve chez tous les bons joueurs, ou est-ce qu'ils ont tous leur style particulier? Tu parlais des Espagnols qui ont une méta particulière. Est-ce que ça se ressent au Clash of Kings? Ça va vraiment être différent selon les pays, parce que nous on a notre méta en France, c'est pas celle qui est le plus facile à analyser pour moi parce que c'est celle à laquelle je suis habitué, mais tu vas parfois avoir effectivement des métas où c'est très désarçonnant parce que c'est très différent. Là où c'est le plus marquant, on en
blague souvent avec un pote, c'est clairement au niveau des US. Donc on va avoir une méta avec beaucoup de poses qui sont souvent les mêmes, avec des armées qui font très peur sur la liste, qui sont un peu dans une forme d'extrême, qui sont pas toujours très polyvalentes, mais dans les mains d'un bon joueur, en gros, s'il arrive à créer un tout petit décalage, ça va être un rouleau compresseur. Voilà, les Américains sont beaucoup sur ce type de liste-là, et ce sera difficile de juger de leur niveau parce que j'ai jamais joué contre beaucoup d'Américains, mais ça, typiquement, quand ça peut arriver de jouer en ligne sur un simulateur ou avoir la chance de tomber sur un requin en fait au Clash of Kings, il n'y en a pas beaucoup, c'est quand même très sympa. Mais sinon, ouais, ça va être des petites nuances. Les Anglais jouent aussi assez différemment. Et puis après, comme tu le dis, je pense qu'on arrive sur les spécificités de chaque joueur, que ce soit dans leur psychologie, leur attitude, leur manière de se remettre en question, ou juste de te considérer, de passer un bon moment. Bon, bah ça, forcément, il y a tout en haut du tableau. Mais ouais, ça ajoute un charme supplémentaire. Hein. C'est clair de jouer contre d'autres pays. Les Polonais aussi ont leur truc à eux. Alors plus qu'on parle de la méta française et que tu es habitué à la méta française, tu participes au Master. Est-ce que tu peux expliquer ce que sont les Masters France, s'il te plaît? Bah, les Masters France, bon déjà évidemment ça s'inspire de ce qui se faisait déjà aux États-Unis, déjà en Australie et chez nos amis anglais, donc en fait chez les anglo-saxons. Là où ça s'arrête au niveau de l'inspiration, c'est qu'on est en France et qu'on veut faire un tournoi pour nous. Donc, avec du beurre et du saucisson. Voilà, exactement. Non, c'est que déjà la communauté fait pas la même taille et qu'il y a des choses qu'on aime bien chez eux, il y a des trucs qu'on n'aime pas du tout. Donc en fait c'est un comité d'organisateurs de tournois. Tournoi, bon c'est un bien gros mot, en fait c'est juste un événement où des joueurs se regroupent de la région avec des gens qui viennent d'un peu plus loin, ça rafraîchit, ça permet, je sais pas, dans votre club, vous jouez elfe, vos 5 potes jouent nain. T'es content d'avoir autre chose de temps en temps. Voilà, donc forcément il y a quelques tournois en France et l'idée c'était de se dire ok ces tournois on va proposer de marquer des points à l'intérieur de ceux-là. Donc à la fin en fait la première moitié des joueurs sur un classement de 20, les 10 premiers vont marquer quelques points. Et puis ensuite à la fin de l'année, une fois qu'on a fait 7-8 de ces tournois-là, on fait un classement général, on va avoir les 2 tiers qui vont être qualifiés, juste les 17 premiers. Et puis ensuite, parce que le but c'est pas forcément d'avoir juste les meilleurs, mais aussi d'être représentatif de ce qui se fait sur les régions surco en France, on va avoir des joueurs qualifiés par région. Donc le 18e par exemple, ça va être le meilleur joueur qui reste, je sais pas, en Bretagne, et puis dans le Grand Est, et puis en Rhône-Alpes, et puis en Occitanie. Et donc ça va permettre d'essayer de trouver un équilibre entre ceux qui ont le plus performé pendant l'année sur des tournois, et en même temps avoir une représentativité qui est chouette. C'est pas que celui qui a poncé tous les tournois des régions, etc., de toutes les régions. Lui il va passer au classement standard, mais ce que j'aime bien c'est qu'on va toujours avoir aussi celui qui déjà a pas forcément les moyens en fait d'aller à Strasbourg quand il habite à Bordeaux, ça c'est évident. Il fait son tournoi de Bordeaux, il s'est un petit peu chauffé, il a fait 3-4 points, il a réussi. Et à la fin de l'année, 3-4 points non, ça suffira pas pour être dans le 17 premiers, mais sur la région Aquitaine, ça va probablement lui permettre de passer et du coup ça fait plaisir. Voilà, je pense que c'est un tournoi qui tend à être un petit peu suivi en tout cas parce que même quand on joue casual, on aime bien des fois savoir un peu comment tourne son armée pour savoir ce qu'on va proposer à son pote. Au niveau de la méta. Et pour la méta c'est assez sain en tout cas et ça crée une petite émulation en plus, même si voilà moi je suis de l'avis que justement ça peut mettre aussi en avant d'autres tournois parce que comme ces tournois là ils tendent un petit peu à se standardiser, et quelqu'un qui propose un format fun avec, là on en parlait récemment, des alliés sur un tournoi ou d'autres, des scénarios spéciaux, des héros spéciaux, et en fait je trouve que son tournoi à lui il vient vraiment se différencier de ça et du coup d'une certaine manière ça le remet en avant. Je trouve que je suis pas très objectif, honnêtement, je suis un peu dans le comité, mais ouais c'est une des bonnes choses qui est arrivée au jeu en France depuis 2 ans là maintenant. D'ailleurs on salue les membres de la communauté, notamment Julien, My Nickname, en passant, et puis les Toulousains aussi, Michel, Tim, etc. La question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions sur les Masters, est-ce que le Master France c'est un championnat de France? Est-ce que c'est un championnat qui donne un titre de champion de France au final de Kings of War? Clairement. C'est un tournoi qui donne un titre de champion de France. On en parlait avec quelqu'un qui disait oui, mais c'est peut-être juste quelqu'un qui est meilleur à l'instant T et qui ne le sera pas à d'autres moments. En fait, dans toutes les disciplines, on ne peut jamais savoir qui est le meilleur à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'on met en place en fait une espèce de compétition, savoir qui s'en sortira le mieux sur une finale. Et du coup, c'est l'idée toute l'année de déterminer qui va pouvoir accéder à cette finale. Franchement, si vous êtes le 19e qualifié et que vous gagnez les Masters France, d'une certaine manière, cette personne est champion de France. De méritocratie. C'est une petite forme de méritocratie, mais dans un rapport qui, comme les règles de Kings of War sont quand même assez facilement sans litige, très clair, qu'il y a de l'arbitrage collégial, tout ça, ça reste fair play. Moi, ça c'est un truc qui me marque.
Et sur les Masters France. Évidemment, tu vas pas non plus faire des cadeaux parce que tu es là pour gagner, mais il n'y a pas quelqu'un qui va rentrer dans la provoque en fait. C'est exactement ce que j'allais dire, j'allais venir là-dessus, tu vois, tu m'as devancé. Parce que quand tu vois dans certaines communautés, et je veux pas tirer à boulet rouge sur les communautés, attention, mon but c'est pas de faire d'être mauvaise langue, mais il y a certaines communautés où les gens sont extrêmement tendus en tournoi. Or moi, la plupart je vous connais, je vous ai côtoyé, je suis venu dans les tournois, notamment au Mouton Noir et autres, et en fait j'ai pas senti cet état d'esprit, l'envie de gagner, ce qui est normal dans un championnat de cette dimension, mais j'ai pas senti quelque chose de très négatif, de très pesant, de très toxique en fait dans cette communauté. Non, déjà t'as ce truc là où bah forcément Kings of War ça s'est inspiré en partie d'un autre jeu, mais ça s'en est dégagé, et du coup de plus en plus sur les proportions de tournois, bah, on a des gens qui ont joué qu'à Kings of War comme Wargame. Donc si ta communauté à la base bah, elle est pas toxique, justement les gens s'influencent entre eux, ça c'est assez normal. Et puis parfois bah, tu vas avoir des gens qui viennent d'autres jeux ou qui ont eu des mauvaises expériences de tournoi. C'est même pas pour tirer sur des gens, juste bah, t'as eu des mauvaises expériences de tournoi qui ont un petit peu peur. Et puis bah, en fait voilà, ils font un événement, ils trouvent que c'est cool, et puis ça les met dans cette ambiance justement qui va plutôt être sur le fair play et surtout la clarté. Parce qu'en fait le fair play c'est aussi au début de la partie dire bah voilà, moi je vais fonctionner comme ça, j'ai tant de nombre de dés. Il y en a qui disent moi si les dés tombent sur un décor je les relancerai, mais tu vois comme ça c'est clair pour toi. Et après bah juste on est dans une relation de confiance pendant 2 heures et on s'éclate, et puis à la fin il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd, mais ça dépend des gens. Voilà. Moi quand j'ai commencé co je me prenais pas mal de roost, mais j'aimais bien parce que chaque partie c'était un petit peu différent, puis je m'améliorais, et puis j'ai mis du temps à battre ce pote là. Bon. Ton classement actuel par rapport au Master France, t'es arrivé combien l'année dernière? J'ai fait 2ème, j'ai fait vice-champion l'année dernière. Donc juste derrière Team. Juste derrière Team, ouais. Et cette année, le classement, il en est où? Bah là, le classement, il est fini. On l'a sorti il y a une semaine. Donc ouais, je l'ai vu sur Facebook. Carrément dans le vif du sujet. C'est Team qui est en haut, il me semble, non? Là, c'est les qualifs. Donc pour le moment, Team est effectivement en haut, alors qu'il était déjà qualifié parce qu'il était champion. Donc il a eu des bonnes performances sur les tournois. Mais honnêtement, ce classement-là, je le tempère. Même en parlant des autres et tout, parce que tu vas avoir ces joueurs là qui font 1 ou 2 tournois, ils veulent juste faire ce qu'il faut pour se qualifier, pour avoir les points. Et puis ensuite voilà, et puis tu as des joueurs qui ont tout à fait raison. Un tournoi c'est pas toujours l'opportunité de performer à fond, c'est l'opportunité aussi de tester des listes fun. Il y a Kutchub qui est sur Toulouse, qui a fait une super perf en début d'année, très très bon et très pédagogue, hein. Très sympa, très fair play. Donc il a mis des points, et puis après sur le reste de l'année, bah, il allait vraiment sur les tournois avec d'autres armées, avec d'autres listes, il voulait pas se mettre la pression pour ça, et il a entièrement raison. Mais du coup, les qualifs, c'est des tournois régionaux où les gens vont bien sûr pour gagner, mais aussi pour se rencontrer et se voir. Et du coup, ce sera pas le classement qu'il y aura à la finale, j'en suis sûr. Même si, ouais, dans les 4 premiers, clairement, bah, t'as Team du coup qui a gagné l'année dernière, t'as Paco qui va enfin venir cette année, qui dans le Nord est très très chaud, le fameux Julien Maïnitem dont on a juste fait coucou juste avant. Moi-même, je suis 4ème. Mais ouais, il y aura qu'un classement, et puis ce sera à la finale mi-novembre. Voilà, ça c'est clair. Alors, puisqu'on parle tournoi, championnat, on va parler méta. La méta à Kings of War, elle est comment? Est-ce que c'est une méta qui reste équilibrée? Est-ce qu'il y a des tier listes clairement qui s'affichent? Est-ce que tu peux me parler un petit peu de tout ça, que ce soit la méta internationale ou la méta française, pour comparer? Ouais, déjà sur les armées, on peut clairement comparer les deux, puisque globalement, à part quelques exceptions qui sont très intéressantes d'ailleurs, ce qui marche bien à l'international souvent marche bien en France. Ça c'est une première chose. On a un petit système de tier list, mais quand je dis petit, et c'est ça qui est agréable, c'est qu'il n'est pas complètement distendu, si je peux utiliser l'expression. C'est-à-dire qu'on va avoir des armées qui sont considérées comme fortes actuellement, mais que j'irai pas en fait à proprement parler discuter d'armées faibles, puisque toute armée est capable de gagner des tournois. Alors, c'est le propre de Mantic aussi, beaucoup. C'est le propre de Mantic. Alors je connais moins Firefight, Dead Zone, etc. Mais on a quand même ce rapport, j'ai l'impression. Exactement, ouais. Qui est toujours à laisser l'opportunité. Alors il y a quelques armées qui sont un peu particulières, par exemple les orques en ce moment c'est difficile, parce que simplement bah, il y a une autre armée d'orques dans le jeu et que Mantic et Forge-Fire met un petit peu en avant, c'est-à-dire que les nouveautés arrivent un petit peu plus là-dessus. Ça c'est un peu particulier, mais en tout cas les orques indirectement sont une bonne armée. Mais ouais, sinon ça c'est clairement différent, et en fait un très bon joueur avec ce qu'on pourrait considérer comme une mauvaise armée, non mais ça l'empêchera pas de gagner des tournois. Et ça c'est très chouette parce que ça apporte beaucoup de diversité de gameplay. Maintenant, ouais, s'il fallait parler des armées, si on parle là-dessus, sur ce qui est fort en ce moment, là on est juste avant le Clash of Kings 2025. Avec quelques modifs et l'arrivée des Abyssaux. Qui va remettre les pendules à l'heure. Et en fait, rien que par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, on peut déjà déterminer ce qui était fort cette année. De toute façon, on l'a vu au Clash of Kings, on l'a vu sur les tournois. Avec l'arrivée de la nouvelle lignée du Crépuscule, du coup, on a
clairement eu, super armée, ouais, on a clairement eu beaucoup de ceux-là qui sont venus, les petits crépuscules en tournoi, parce que c'était très fort. Les figurines étaient belles, il y a plein de gens qui se sont dit ok, on les attendait depuis des années, ça fait des années qu'ils étaient un peu en stand-by. Ça a été refait et tout le monde s'est jeté dessus. Ils ont eu la gamme, en fait, c'était super. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand je dis qu'ils étaient forts, c'est qu'ils ont jamais été complètement abusés, qu'ils ont jamais été au sommet. Et en fait, c'est pas trop le propre de Mantic. Mantic avait déjà sorti des armées qui, quand elles sortaient, étaient bonnes. Mais voilà, cette année, on a une refonte du trident. La refonte, elle est bonne. L'armée, ça l'a aidé. Mais elle est juste bien, je trouve, à mon sens, qu'il y a des choses qui sont intéressantes qui sont arrivées. Donc c'était intéressant, il y avait quelques petites choses à niveler, ça a été fait. Mais ouais, on avait clairement Twilight Kin, on avait clairement les ogres sur Kings of War qui sont toujours une armée qui est très forte. Voilà, très forte aussi parce que c'est, à mon sens, pas la plus difficile à prendre en main. Après, peut-être la faiblesse pour les ogres, de mon point de vue, c'est le manque de vol et le peu de pause. T'es sur la seule armée du jeu qui n'a pas de vol. C'est ça. Et tu n'as pas d'indépendant qui peut bien porter les ailes. Donc le vol c'est horrible, ça c'est clair en ogre. Accessoirement, tu es sur une armée qui, sur les grosses unités, va systématiquement se balader autour de 15-17 de morale. Ça c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que si tu te prends un gros marteau, si le gars tire un 10 ou un 11, ça peut partir. Et en fait, dans une partie, tu recherches un petit peu d'assurance. Et le hasard est un peu ton ennemi. Les ogres, il y a quand même un gros risque d'emballement. Et puis les ogres, c'est sympa, t'as pas mal de choses qui bougent à 6, ce qui est assez mobile. Mais dès que tu te rapproches autour du 8, autour du 9, évidemment autour du 10, puisque tu voles pas, on va avoir des difficultés. Bon, t'as quand même les chariots ou les gobelins montés qui te permettent un petit peu d'amortir ça. Mais je dirais que voilà, si tu joues une liste méta ogre, tu vas pas trop t'orienter là-dessus. Alors c'est ce qui est drôle ce que tu dis à propos des ogres, parce que je me souviens quand l'armée était refaite, tu sais, avec l'Empire de la Poussière, il y a eu la boîte double. Oui, tout à fait. Tout le monde s'était emballé. Et tout le monde disait, c'est trop hard. Et en fait, intrinsèquement, de la manière dont ils l'ont fait, ils ont créé le game design autour de l'armée ogre. En fait, il y a des défauts majeurs, entre guillemets. Visibles, quoi. Voilà. Donc du coup, en fait, elle est pas trop forte, elle est équilibrée dans son Elle est équilibrée, elle s'en sort bien quand même parce qu'elle fait des bonnes performances, mais elle est pas dominatrice de très loin et surtout pas game breaker, quoi. Pour moi, elle a un défaut qui est très intéressant, qui est un peu hors jeu. L'armée ogre, c'est l'armée la plus prévisible du jeu. Ouais, forcément. En fait, t'as des gros blocs, tu aimes bien les paquer, tous les joueurs ogre pack, et ils ont raison, parce qu'en fait tes socs sont petits, t'as des morons à 15-17 si tu commences à t'amuser à prendre toute la carte. Ça va vite être une galère, donc ils se pack, souvent ils tirent, souvent t'as des unités qui sont clés qui reviennent, donc du coup un joueur ogre, alors quand je dis que c'est prévisible, tu peux très vite savoir que tu vas te faire défoncer. Mais voilà, c'est un peu le défaut, c'est que c'est une armée qui est très rigide. Ça, c'est hyper marquant. Est-ce que tu crois, pour les ogres, pour toi, est-ce que tu penses que potentiellement, pour en faire une Nafal Strike, c'est-à-dire tout en ta face, deuxième tour, troisième tour et c'est fini. Parce qu'ils ont quand même une grosse capacité d'impact. Non, pour moi tu peux pas. Alors tu pourras toujours, enfin je veux dire, quand tu joues beaucoup au jeu, tu pourras toujours t'éclater à faire une liste où je mets 6 régiments de gobelins montés avec des régiments de chariots. Ce serait un petit peu particulier, mais ce serait possible. Mais si tu joues les unités qui sont clés et qui fonctionnent, à savoir les briseurs de siège, ce genre de choses, en fait comme tu bouges à 6, si tu as envie d'être dans de l'Alpha Strike, donc Alpha Strike c'est vraiment l'idée d'aller percuter plein pot et d'espérer que le gars soit tellement sonné qu'il s'en relève jamais. Le souci c'est que tu vas pouvoir jouer contre des armées qui temporisent et qui vont véritablement le faire parce que t'as pas des tonnes d'éclaireurs, donc les décors vont être un problème. Malgré tout, mouvement 6, si t'avances de 6 ou de 12 et que je recule, ça va te faire perdre du temps. Donc du coup, non, t'as des super marteaux, t'as des super moyens d'ouverture, mais tu vas être un peu plus quand même dans une forme d'attente. Quelque chose de plus subtil en fait. Ouais, bon. Entre avec pour des ogres, mais... T'as quand même en fait des moyens de dire à l'autre, en fait, toi viens, parce que si tu viens pas, c'est pas très grave, je vais t'exploser avec mes tireurs, avec mes éclairs évidemment, et puis j'ai de la résistance. Donc non, de ce point de vue-là, ils peuvent prendre l'initiative, ils aiment bien la laisser aussi. Alpha, c'est chaud. Pour autant, c'est pas une Alpha Strike, contrairement à ce que certains joueurs, parce que moi ici j'ai des joueurs qui veulent jouer ogre, pour eux c'était tout dans ta face, deuxième, troisième tour, parce que ça a impacté. Mais non, finalement, en fait, toi dans ta vision du jeu, pour toi, non, clairement c'est pas possible. En fait, c'est ça, c'est pas possible. Si je joue ogre et que le gars me laisse le charger avec mes briseurs de siège tour 2 ou 3, alors là écoute, on fait de l'Alpha Strike, on y va, on fait un gros trou. Le truc c'est que normalement l'adversaire va pas te laisser prendre les bonnes options parce que justement t'as des gros blocs, parce que justement t'aimes pas les décors. Puis après pour redéployer sur la table, c'est super rapide, c'est un peu mou du genou. C'est ça. Donc voilà, sachant que là les briseurs de siège,
a priori, vont baisser de 1 de mouvement, si j'ai bien compris. Peut-être que je dis une bêtise, s'il y en a qui rectifient. Ça, c'est dans les petits bruits de couloir qu'on a eu. Et ça veut dire que toute ton armée bouge à 6, mais ceux qui font le plus mal vont bouger moins vite. Donc on est plutôt dans cette perspective de dire non, c'est pas du fer de lance. Mais ouais, par contre, en termes de DPS, quoi, de dégâts, là, on est très très bien, ça n'y a pas de souci. C'est clair. Ouais. Donc ouais, c'est une belle armée qui a un gameplay. J'arrive plus à dire original parce qu'il y a tellement de mots sur le jeu, mais en fait si, parce que les ogres c'est un gameplay à part, quoi. Bah, moi je pense que c'est une des grosses forces de Mantic de manière générale. Alors moi je vais comparer avec un jeu que je maîtrise un peu plus, c'est Dead Zone ou Firefight, parce que je reste quand même un casual, là ça faisait 11 mois que j'avais pas joué, on a joué ensemble aujourd'hui, donc ça fait vraiment longtemps que j'avais pas joué. Je pense que Mantic ont cette force d'arriver à faire du lore, une armée, donc avec après une identité, une ADN vraiment copier-coller sur le lore, ça se transmet correctement dans le game design et ça se respecte, ça se joue réellement sur la table avec cet ADN en fait. Bah ouais, moi je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve qu'il y a des armées, c'est même parfois très subtil, mais tu vois par exemple le fait que moi je joue beaucoup Omra, du coup Vermine, le fait qu'en Vermine ce soit une des armées du jeu qui ait le plus d'unités agiles, bon je trouve que c'est quand même très représentatif de ce qu'est un rat à la base, mais en même temps je vais avoir une armée qui a très peu d'éclaireurs et qui a très peu de tout terrain, parce que certes un rat ça rampe, c'est agile, ça peut se reformer, mais ça va avoir beaucoup de difficultés à avancer en rang bien, ou alors profiter d'une forêt, des décors. C'est un peu la débandade, et c'est des choses qui se ressentent dans ton gameplay et que tu vas ensuite prendre en compte, et où clairement la masse grouillante quoi, qui part dans toutes les directions, c'est quelque chose qui se voit, et dans toutes les armées je trouve qu'on va avoir ces rapports là en gobelin, c'est hyper marquant. En nain aussi, nain qui est peut-être la dernière armée, là si on peut compléter juste sur la méta qui est très méta en ce moment, armée qui a gagné le Clash of Kings. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont un peu des rageux des nains, en fait les nains ça fait des années qu'ils sont un petit peu buff, en tsum tsum on pourrait dire, derrière le manteau. Et là on commence à avoir une armée qui est trop forte je crois. Mais voilà, encore une fois on est sur Kings of War, donc quand je dis trop forte je le dis à l'échelle du jeu. Et trop forte, ça veut dire que c'est pas renversable non plus. Enfin, c'est pas, on peut renverser les choses. C'est pas complètement accessible voilà, en fait. Et même j'ai envie de dire, c'est aussi le propre d'une méta. C'est bien qu'il y ait une méta avec des armées un peu plus en haut, d'autres un peu en dessous. Tant que ça reste sain et que tout est faisable pour tous les joueurs, et ben c'est aussi une armée qu'on va conseiller pour débuter. C'est aussi des mods, et puis il y en a qui sont sous le feu des projecteurs. C'est bien que ça tourne un peu. C'est exactement en fait le même constat d'ailleurs sur Firefight. En fait, grosso modo, la plupart des armées elles ont entre 45 et 55% de victoire. Ouais. Ce qui fait qu'en fait ça reste quand même relativement équilibré. Il y a des armées, je vois à Firefight, clairement la vitrine de Mantic, ce qui vendent le plus en Firefight c'est les Enforcers, les Space Marine. Elle est très facile à prendre en main, elle est hétéroclite, tu peux faire n'importe quoi comme type de liste dedans. Pour autant ça veut pas dire qu'elle est game breaker. Par contre elle est hyper facile à prendre en main. Et la deuxième armée qui est juste en dessous, elle est pas si facile que ça à prendre en main, ce sont les nains. Elle tank énormément, mais par contre il faut bien gérer avec tes véhicules, ta mobilité, etc. Il faut bien gérer tes couloirs de tir, il faut être capable de travailler en interdiction de zone, etc. Donc il y a un skill cap pour bien les maîtriser. Et pourtant, aller en termes de méta et dans les retours tournois, les Enforcers et les nains sont au même niveau, en fait, sont tout en haut. Bah, ce que j'apprécie, tu vois, par exemple, avec les nains, ce que tu viens d'évoquer sur Kings of War, c'est que, non, je vais pas dire que les nains c'est simple à jouer. Pour moi, en fait, il y a deux vitesses, et c'est ça que j'aime bien. Il y a un premier temps où je pense que pour un débutant, c'est une armée très simple à jouer, mais je vais aller au bout pour comprendre. C'est tanky, ça bouge pas, ça fait un gros pack. C'est hyper rassurant, en fait, c'est hyper confortable. La réaction, le moral. T'as complètement raison. Et après, quand tu vas commencer à jouer en compétitif, bah, si tu restes juste là-dessus, ça va pas suffire, en fait. Et là, il va y avoir du skill et de la technique pour les nains. Il va falloir vraiment dépasser ce truc-là, et où ça va pouvoir devenir une armée qui est difficile à jouer. Le fait que tu aies mouvement 4 dans un jeu où tout le monde est à 5 voire 6 pouces, bon c'est difficile de se rendre compte si on joue pas toujours au jeu, mais c'est un poids énorme quand en fait tu fais un jeu de scénario durant le mouvement, et quand en fait les gens commencent à savoir jouer et à se rendre compte qu'ils peuvent s'approcher de toi à un point critique où tu peux rien faire, et ben on va commencer à arriver sur de la technique. J'aime bien ces armées à deux vitesses, c'est pas le cas de toutes les armées, il y en a qui sont juste difficiles à jouer, mais les nains c'est un bon exemple d'une armée méta. Tu commences, tu te fais plaisir, tu prends le truc en main, puis il va y avoir un plafond de verre où il faudra changer un peu de stratégie pour réussir à suivre les armées qui sont mobiles quand le joueur en face de toi va commencer à savoir jouer son mouvement, et que tu vas te dire ah ouais en fait 4 de mouvement c'est quand même très pesant quoi. Voilà, donc ça c'est intéressant, ouais.
pour reprendre sur la méta, est-ce que tu as l'impression qu'à l'heure actuelle, parce que le jeu s'est étiré sur de nombreuses années, il y a des armées qui datent de très longtemps, qui sont dans les premières armées, elles ont été plus ou moins rehaussées avec les différents Clash of Kings chaque année. Clash of Kings, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait un livre qui refait des updates, enfin des mises à jour sur les différentes armées et qui met à jour normalement chaque année 2 armées, parce que là, le cas de cette année, 2025, les Abyssaux, ils n'ont pas été refaits depuis 12 ans, je crois. C'est des armées les plus emblématiques, donc les plus anciennes, quoi. C'est la vitrine, d'une certaine manière, c'est ce que tu dis. Est-ce que tu as des armées, du coup, pour toi, qui sont vraiment en bas, ou qui, à l'heure actuelle, en fait, devraient réellement être retouchées? Bon, en termes de figurines, on en parle pas, hein, parce que, par exemple, les nains, pour moi, en termes de figurines, il faudra qu'elles soient refaites. Ok. Je trouve hyper old school, justement, mais je vois ce que tu veux dire. Ça a besoin, pour moi, aujourd'hui, ça aurait besoin d'être refait, c'est un peu trop compact. C'est pas brillant, quoi. Des armées vraiment qui sont en bas, et est-ce que, aussi, tu as des armées, ça c'est quelque chose, une question qui m'est souvent posée, est-ce que tu as des armées qui, pour toi, sont clairement pas faites pour des débutants? Ouais, alors là il y a plusieurs choses déjà qu'il faut décrypter. Il y a des armées, comme tu l'as dit, qui sont difficiles à jouer, mais qui ont un gameplay hyper intéressant, une finalité super bien, mais si vous avez envie de vous accrocher et que ça vous fait pas peur, en fait vous allez jamais vous lasser, parce que ça va être interminable, et ça c'est super. Donc ça c'est la première chose. Il y a des armées qui ont un espèce de souci dans le jeu parce que l'éditeur a des projets pour ces armées-là, donc là, c'est pour ça que je vais revenir sur les orques. Ça c'est même pas qu'elle est mauvaise, c'est juste que l'éditeur est en train de consacrer son temps à une autre armée d'orques qui va à terme objectivement la remplacer, mais c'est pas grave, si vous avez des orques, juste orientez-vous plutôt dans cette direction, de toute façon c'est très large, on est chez Kings of War, on fait ce qu'on veut de ces socles. Et puis après, on revient un peu sur ce que je disais au départ, il y a des armées peut-être pour des gens qui ont envie de se faire plaisir directement et qui considèrent que se faire plaisir, c'est mettre des bâches, peut-être des armées évitées, effectivement. Donc je vais commencer d'abord à parler des orques. Effectivement, c'est une armée qui existe depuis le début du jeu, mais Mantic aime de plus en plus faire des figurines qui ont vraiment des identités propres. C'est ça, on parle des Forge-Fire notamment, des derniers orques arrivés qui sont très beaux. Des derniers orques arrivés, je dirais que la première armée qui a lancé ça dans Kings of War, c'est les Cauchemars, qui n'est pas une armée qui est inspirée spécifiquement d'un autre jeu, il y a beaucoup d'originalité. Tout à fait. Et ensuite avec l'Alliance du Nord, on est parti là-dessus, ensuite avec les Forge-Fire, on est parti là-dessus, avec les Halflings. Même là, terrible, elle est super belle. Ouais, elles sont super, on était dans une forme d'originalité. Et du coup, les orques ont un petit peu pâti de ça parce que y a une autre armée qu'ils ont voulu mettre en avant. Ils ont repris en fait les 2 tiers un peu de ce qu'il y avait en orque pour le rendre un petit peu plus intéressant. Donc ça, c'est un peu particulier. Pour le reste, il y a des armées qui sont très skillées dans le jeu. Honnêtement, je pense que justement les Cauchemars dont j'ai parlé, c'était compliqué. Et je vais ajouter les elfes de la lignée du crépuscule, qui est très liée à cette armée-là. Ces 2 armées sont très difficiles à jouer. Enfin, en tout cas, c'est pas qu'elles sont très difficiles à jouer, mais il y a une énorme marge de progression. Il y a un skill cap de fou. Et à appréhender, c'est particulier. En fait, c'est pas tout à fait pour les mêmes raisons, même si ça se rejoint parce qu'ils ont un rapport qui est commun. Le dénominateur commun, c'est des défenses qui, sur beaucoup d'unités qui font mal, sont relativement faibles, même si dans les 2 armées, il y a de quoi tanker, il n'y a pas de souci. En Cauchemar, il va y avoir une grosse difficulté avec des cavaleries qui ont une défense, c'est très très compliqué. Honnêtement, il va y avoir un rapport aux motivants qui est toujours un petit peu difficile. Le placement chez les Cauchemars, pour les motivants, c'est compliqué. Ça c'est clair, et en fait, il y a un faux ami en Cauchemar, c'est qu'on vous dit que vous êtes furtif. On se cache derrière, on se dit ah putain c'est super, je suis pas sensible au tir. Oui, mais en fait votre armée elle est en carton-pâte. C'est moins 1 au tir, mais du coup vous prenez un pet, ça change pas grand chose. En fait c'est ça, du coup le furtif n'est pas du tout quelque chose qui va vous placer comme une des meilleures armées du jeu contre le tir. Non, c'est juste un petit sucre qui est donné pour éviter que ce soit la cata. Et de l'autre côté, les elfes du crépuscule, ils ont aussi ce rapport au tir, mais ils ont quand même beaucoup plus d'arguments pour résister. Par contre, eux, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont énormément de bonnes unités d'infanterie qui vont très vite, à savoir 7 de mouvement, quelques cavaleries sympas, mais ils ont énormément de mal à aller très très vite. C'est un peu Glass Cannon, hein. Ouais, et le truc qui est bizarre, c'est que quand tu tombes contre le mec qui joue Glass Cannon, comme toi, c'est très dur. Parce qu'en fait lui il va aller un peu plus vite et donc toi tu vas avoir beaucoup de difficultés parce qu'il va, quand tu joues contre un archétype similaire, souvent c'est lui qui va avoir l'initiative dans beaucoup de situations et tu vas devoir chercher en fait d'autres arguments. C'est vraiment l'idée en fait d'un elfe du crépuscule qui est plutôt un elfe, donc bien sûr il est mobile, bien sûr il a beaucoup d'initiative, ce genre de choses, mais malgré tout il est avec une armure qui pèse 600 kg quoi. Donc il est un peu entre les deux. Donc ça c'est des armées difficiles. On va avoir bien sûr Trident. Trident, ouais. Qui est pas facile à prendre en main, ça c'est clair. Alors Trident, moi ce qui me perturbe quand tu ouvres en fait le bouquin ou tu vas sur mon petit compagnon, en fait, c'est le fait que je n'arrive pas à dégager clairement une liste. Parce que tu as tellement de possibilités que tu as envie d'aller dans tous les sens.
Et le jouer hétéroclite, peut-être que, enfin pour moi en tout cas, selon ma petite expérience de joueur, jouer hétéroclite en trident, c'est se foutre en l'air. Parce que pour moi, c'est une armée qui doit être ciblée, qui doit être orientée. Alors je pense que je vois pourquoi tu dis ça. Moi, mon avis sur le trident, et je trouve que là il y a une subtilité qui est hyper intéressante, qui est ultra originale en trident, qui est pas toujours mise en avant. Trident, c'est l'armée avec les briques de Lego les plus différentes. C'est-à-dire que quasiment toutes les unités, à mon sens, sont extrêmes. C'est-à-dire que tu as des gigas, par exemple, c'est des espèces de gros crabes. Ils ont pas voix, donc ils ont défense 6 à l'avant, ils ont défense 5 sur le côté, ils sont assez résistants, mais ils se traînent. Ouais, donc en fait, ils sont dans un archétype. Mais en trident, t'as des trucs super rapides aussi. Mais en trident, t'as des trucs qui tirent super bien aussi. Mais en trident, t'as tout, mais en fait, les unités, elles ont énormément de difficultés à remplir 2 jobs. Et ça, quand tu commences, c'est dur, parce que tu peux pas jouer l'armée comme une somme d'individualité pour le coup. Il y a des armées où franchement c'est possible, hein, je vais pas mentir. Et ça, c'est très dur, c'est que si... en combinaison. Ouais, la combinaison en trident, elle est hyper importante. Là, cette année, ils ont apporté un autre archétype avec les grenouilles, qui va permettre de faire quelque chose plus... justement thématique sur l'armée, on sort un peu de ce que je dis, mais en général ça pour moi c'est une grosse difficulté, avec quelques unités qui ont beaucoup de défense. Il y a les placodermes qui sont les trucs les plus défensifs du jeu, les gigas, mais globalement c'est une armée qui est réputée pour pas être défensive, ce qui est hyper bizarre alors que j'ai dit ça, parce qu'en fait t'as beaucoup de tes unités qui sont de défense 3, donc ça c'est des armées qui sont difficiles, mais honnêtement si c'est les thèmes qui vous parlent parce que c'est des armées originales, je peux que les recommander, il va y avoir une marge de progression. Elle est refaite cette année dans Clash of Kings en plus, donc avec des figurines qui sont un petit peu neuves, tout ça. C'est ça. Ça c'est plutôt les bonnes choses. Et puis après, dernier point sur les armées qui sont considérées comme faibles, il y a des armées qui pour moi ne sont pas du tout faibles, mais je t'en parlais tout à l'heure, qui sont juste sous-cotées. Ah, voilà. La hard. La hard. Ce que j'ai joué aujourd'hui. Personnellement, c'est une armée, je pense, qui peut faire extrêmement mal et qui peut largement squatter des hauts de tableau. Mais la hard, c'est une armée qui est pas énormément jouée, qui est pas très facile à prendre en main, mais surtout il y a un rapport à dire que la hard c'est relativement faible, alors que la hard en fait a accès à des unités d'autres armées qui sont super fortes. Force de la nature. Force de la nature, donc on a les bêtes de la nature qui en viennent justement, on va avoir les bergers des arbres, le père de la flétrissure, on a énormément d'impact, on a éclaireur sur toute l'armée. Il y a beaucoup de bons arguments, mais c'est une armée qui est... Je dirais que le truc qui fait penser ça aux gens qui jouent contre la hard, c'est que la hard, quand tu perds pas juste quoi. Quand tu perds, il y a un moment donné, ça s'emballe. Et là, c'est difficile de limiter la casse, ouais. Là, ou alors faut jouer très défensif. Ouais, là c'est carrément autre chose. Mais voilà, la hard, c'est typiquement l'exemple d'une armée qui a cet aspect sous-côté. On va avoir, moi, une armée que j'ai beaucoup joué cette année, les Frères de la Marche. Bon, là en France, de moins en moins sous-côté parce qu'on a plusieurs joueurs qui se sont mis dessus. C'est le royaume des hommes en fait, c'est une faction. C'est avec les Basiléens. C'est une faction d'humains, mais on a ce rapport aussi où il y a plein de bonnes choses qui sont un peu cachées. Et en fait, c'est cool qu'il soit sur Kings of War parce que t'as un type qui arrive avec cette armée, des fois tu te dis, qu'est-ce qu'il fout lui? Et en fait, c'est très fort, même la Ligue de Hordia, il y a des trucs super à faire. Voilà. Donc, c'est que des armées qui sont pas faibles, mais qui ont leurs petites histoires communes. Il y en a qui sont difficiles, il y en a qui sont juste pas du tout sous le feu des projecteurs et la facilité voudra dire que c'est faible. Et puis il y en a, comme les orques qui ont ce rapport qui vont tendre à évoluer en fait, tout simplement. C'est normal, il y a 28 armées, il faut le temps de roulement, il faut le temps de les refaire. Les orques, leur tour viendra, ils seront probablement soit améliorés, j'ai des doutes, soit dissous dans les orques de la faille. Je pense que c'est une bonne chose au global pour le jeu, il n'y a pas de mal avec ça. Concernant la méta du Clash of Kings, quelles sont les armées qui performent le top 3 ou le top 5 des listes? Alors moi déjà ce que j'ai kiffé au Clash of Kings, c'est qu'il y avait un site à l'avance qui avait statistifié tout ce qu'il y avait comme armée. Donc on est 200 joueurs et on était capable de voir quelle armée était les plus représentées. Bon déjà ça dit quelque chose parce qu'une armée qui est beaucoup représentée, elle a beaucoup de chances de squatter le haut du tableau et potentiellement, moi personnellement c'est pas mon cas, je joue mes armées parce qu'elles me plaisent à la base et j'essaie d'en faire quelque chose, mais il y a aussi des gens, bien sûr il y a une nouvelle armée qui sort ou il y a une armée qui justement va avoir le petit sel en plus qui est pas mal dans la méta, ils vont parfois aller la jouer, donc ça joue aussi de ce côté là. On a clairement eu un gros rapport au Twilight King. C'était leur première grande année, j'ai dit qu'ils étaient méta, la gamme de figurines est belle, ça fait beaucoup d'arguments pour considérer qu'il y en avait beaucoup et ils ont bien performé, ça c'est clair, avec des listes très différentes. Ça c'est un truc que j'ai beaucoup apprécié. Moi j'en ai joué un pendant le week-end, mais mon frère en fait joue lui aussi Twilight King, donc j'ai joué juste avant contre lui, j'ai vu aussi ce que Paco, d'autres gens faisaient avec, donc eux c'est vraiment difficile à décrire. Moi pendant le week-end, on peut parler de mon expérience personnelle, j'ai joué contre 2 joueurs qui jouent Alliance du Nord. Ouais, qui est très représenté généralement. Et je m'étais entraîné contre Team quelques semaines avant qui joue Varanger.
Oui, qui vient de passer, qui venait de passer à l'Alliance du Nord, parce que c'était pas son armée de cœur. Alors, il jouait pas à l'Alliance du Nord, il jouait Varangur, mais comme tu le dis, c'est un peu la même chose. C'est la thème list, donc c'est des petites spécificités, mais on est sur la même chose. Là, clairement, on avait l'Alliance du Nord qui était très forte en fait sur les trolls en héros en fait, qui était vraiment le petit héros qui coûte peanuts, qui va venir se placer sur des petites zones de scénario justement, avec une défense qui est viable. Et si tu fais l'erreur de taper dessus, le mec se régène. C'est ma liste Alliance du Nord. Troll, ouais. J'ai blindé tout en troll. Troll des neiges, c'est en horde. Ouais. Et après, t'as la horde effectivement qui est pas dégueu. Alors le héros, c'est vraiment le Graal sur cette terre, quoi. Donc ça, on avait beaucoup ça. Accessoirement, en Alliance du Nord, on a les corbeaux qui sont juste sensationnels. Nouvelle figurine en plus. Qui ont été très joués, élémentaires de glace. Donc on avait en fait plusieurs pistes thématiques dans l'armée qui étaient très sympas, donc on les a beaucoup vues. Nains, évidemment, parce que ça fait plusieurs années qu'ils montent en puissance, comme je disais, et parce que accessoirement, c'est une armée qui historiquement marche super bien. C'est aussi une armée, alors pour le petit truc, c'est une armée aussi qui avait été produite massivement par Mantic, parce que l'objectif c'était de sortir des nains pour Warhammer Battle. Donc ce qui fait qu'ils ont sorti une quantité astronomique de figurines plastiques en fait de nains. Donc forcément il y a un côté un peu commercial de se dire bah va falloir vite les vendre, les mettre sur les projecteurs pour que ça puisse partir avant de faire une nouvelle gamme. Donc il faut couler les stocks. Donc il y a aussi ce petit truc là commercial derrière qui se cache derrière la réalité bien sûr, de la méta du game design. Bien sûr. Ouais. Et du coup, je dirais que là, de ce que j'ai vu au Clash of Kings, j'ai joué contre très peu d'adversaires qui avaient du tir cette année. Pour moi, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup vu sur mes parties en tout cas. Et quand je réfléchis à mes adversaires, il y a eu des listes de tirs, mais c'était pas des gunlines. Alors il y a toujours des gobelins, mais les gobelins c'est les gobelins. Mais en termes de gunline, c'est pas ce que j'ai vu le plus. Ça Thierry. Ah bah plaisir, hein, la Game 6 contre Thierry en tournoi. Joueur gobelin et il maîtrise très bien son armée. Voilà, bon, une liste clairement avec des machines de guerre. Mais du coup, je trouve qu'en fait, la méta du tournoi et la méta de l'année, c'est beaucoup fait influencer par le fait qu'on a eu les Twilight King qui sont arrivés. Twilight King qui sont une armée qui du coup est extrêmement dague de verre et Alpha Strike. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a eu beaucoup d'armées qui étaient Alpha Strike et on a eu beaucoup d'armées, comme j'ai joué moi là-bas et comme le gagnant du tournoi a joué, qui étaient des armées de réaction avec beaucoup de défense et de soins. Ça, c'était des choses que j'ai trouvé vraiment avec une grosse représentation et qui se sont traduites dans le classement. Bon, on a quand même eu aussi de l'Elfe Sylvain qui a fini assez haut, mais voilà, c'était déjà des listes avec un tir qui est plus comme une forme de tir mouvant. Mais voilà, en fait, en parlant de tout ça, on se rend compte que la méta, elle était quand même assez variée sur le tournoi. C'est plus difficile de lire la méta sur un Clash of Kings avec 200 joueurs où les niveaux sont très différents que par exemple une méta sur un Master où c'est très resserré et tu vois très vite. Vous êtes 24 au Master. Ouais, c'est ça, beaucoup de points qui reviennent. L'année dernière, par exemple, au Master France, j'avais remarqué qu'il y avait énormément le sort X. Maléfice, qui permet de contrer la magie. Voilà, il y avait un rapport à ça qui était l'objet qui donnait ça était sorti dans beaucoup sur 200 joueurs, c'est dilué quoi. Tu le dilues indirectement. Après voilà, tu vois quand même quelques petites tendances, mais sur 200 joueurs, les 28 armées, elles y sont. Ouais, tu retrouves un peu la même chose en fait à Firefight, c'est exactement la même chose. T'as les Enforcers, les nains en fait, les Forchoisers sont extrêmement présents. Là, sur un dernier tournoi qu'il y a eu aux États-Unis, il y avait sur les 10 premiers, il y avait 5 Forchoisers, 5 nains. Pour autant, le pôle gagnant est un nain. Par contre, après, c'est 3, 4, 5 ou 10 dans le placement. Et les nains sont extrêmement présents parce qu'ils sont hyper tanky. On retrouve à peu près la même chose finalement dans la manière de. Ouais. Bah après, les nains, là, je pense qu'ils vont. Bah, j'espère qu'ils vont se prendre un nerf à un moment donné. Le souci, c'est pas tant qu'ils soient trop défensifs, ça c'est leur rôle. Le souci, c'est qu'ils ont de plus en plus en fait d'options de mouvement. Alors qu'à la base, c'est pas forcément là où ils devraient se situer. Et si tu leur donnes des options de mouvement, en fait ça les dilue dans le reste des armées et ça les remet un tout petit peu à niveau. Bon, évidemment, ils restent en dessous, c'est des nains quand même. Faut pas abuser. Faut pas abuser, mais ouais, voilà, à mon sens c'est ça. Après, je suis pas un de ceux qui hurlent au scandale. Non, vraiment pas. Je trouve que c'est une armée qui est forte en ce moment, que là il faudrait quand même relativement être dans le déni pour dire que non. Ils ont gagné un des plus gros tournois internationaux, on les voit qui squattent les hauts du tableau, l'armée sur le papier elle est forte, c'est clair. Mais voilà, ils sont dans le haut du tableau, et le haut du tableau, c'est pas juste l'idée de cibler une armée, de dire non mais eux ça va pas, au même titre que les ogres, voilà, qui vont baisser un petit peu cette année,
Et ouais, comme je disais, personnellement ça me gêne pas d'avoir des armées qui sont un petit peu fortes de temps en temps, donc ça reste un petit peu, puisque quand une armée est un petit peu forte, il y a un truc qui est très mécanique, c'est qu'en fait les gens commencent à très bien la connaître, c'est que les gens commencent à s'adapter à ça, que du coup elle devient influente dans la méta, et c'est ce qui est arrivé pour les ogres à une époque, et c'est pour ça qu'il y avait énormément de hex l'année dernière, puisque les ogres étaient très forts aussi, c'est qu'en fait bah, les gens en ont marre de se prendre des tas d'éclairs, donc ils font des choses contre. Tant qu'on reste dans ce rapport-là, ça s'équilibre en fait en interne. Si par contre il y a un moment donné c'est trop, bon bah là ça casse tout le jeu, mais on n'en est pas là, pas du tout. Ah je suis bien en papote du jeu, moi, ça me va très bien. Alors attends, j'en étais où Voilà les hobbyistes, on a fait un petit tour comme ça rapide avec Naiko qui m'a fait l'honneur de venir au centre hobby et de faire une partie avec nous, avec moi aujourd'hui. D'ailleurs c'était super cool de partager une petite partie ensemble. Bah ouais, je me suis régalé, franchement c'était cool. De l'explication des règles, la partie et tout, c'était chouette. C'est 11 mois que j'avais pas joué et j'ai repris du plaisir à jouer à Kings of War. Alors n'hésitez pas à aller, d'ailleurs c'est un point qu'on a abordé rapidement comme ça en off, n'hésitez pas à aller en tournoi en fait. Pas forcément pour la gagne et voilà, n'ayez pas peur de vous prendre des rousses et tout aux premières, enfin dans les premiers. Non, mais pour rencontrer des gens en fait, et pour apprendre, c'est le meilleur moyen d'apprendre en fait. J'avais 5 parties de Kings of War quand je suis allé au Mouton Noir la première fois. Donc forcément on va pas performer de fou et tout, mais par contre ça m'a permis de rencontrer des gens comme Michel notamment, des gens qui sont très sympathiques, qui sont pédagogiques, qui vous permettent de mieux comprendre en fait le jeu, parce que dans le jeu il y a une façon de penser qu'il faut capter, qu'est-ce qu'on attend de toi dans ce jeu par rapport au game design. Et en tournoi on peut apprendre avec des gens qui ont un certain niveau, on peut apprendre plus rapidement qu'en restant isolé chez soi, en jouant en famille ou en jouant dans un cercle toujours restreint. Et ça je trouve que c'est un truc important, et la communauté, là pour le coup il n'y a pas de mangeur de bébé phoque quoi. On peut sortir l'expression, on peut y aller, on peut se faire plaisir. Et puis en plus en tournoi, c'est aussi l'occasion de rencontrer des joueurs de votre communauté locale, souvent, parce qu'en fait on se rend compte que des fois il y a un type qui a 20 bornes, on le savait même pas, et en allant en tournoi on fait ah ok en fait vous étiez là. C'est juste mettre en commun des gens à la base, et puis si en plus il y a un petit peu de challenge là-dessus, ouais ça fait plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas à vous rapprocher des tournoyeurs de votre région. Merci beaucoup d'être venu ici, d'avoir partagé tous ces moments, puis tous ces conseils, tous ces retours d'expérience autour de Kings of War ici. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut pour le référencement, pour faire connaître notamment Kings of War face aux gros comme Age of Sigmar, The Old World ou Warhammer 40 000. Le jeu franchement vaut le coup, en fait, mérite d'être connu, d'être essayé honnêtement. C'est pas parce que c'est un jeu old school qu'il faut tourner la tête, et honnêtement c'est un jeu qui a vraiment quelque chose de très particulier, une très bonne stabilité aussi dans ce qu'il est, et une bonne richesse en termes de progression, de vraies possibilités. C'est tous les hobbyistes pour aujourd'hui, et on vous dit à bientôt. Salut.